Approchez-vous messieurs dames, parce qu'il faut que je vous montre un truc. Ça, c'est l'inflation. Et ça, c'est ce qu'elle produit sur votre argent. La question est donc de savoir comment on peut encaisser ça, tout en évitant ça. Parce que si votre portefeuille ne fait pas mieux que l'inflation, eh bien vous perdez de l'argent. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous perdez de l'argent. Du coup, ça serait bien d'avoir un actif permettant de modérer ou réduire l'impact de l'ogre inflationniste, non? Eh bien, comme les financiers ne sont jamais à court d'imagination, ils ont inventé un produit qui protège les épargnants contre ce risque. Devinez de quoi on va parler aujourd'hui? L'inflation agit comme un monstre qui vient dévorer les profits futurs. Une bien jolie phrase que l'on pourrait traduire plus trivialement par « L'inflation est toujours une mauvaise nouvelle pour l'épargnant ». Bonjour à tous, je suis La Voix et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon partenaire Le Cube. Bonjour tout le monde. Attardons-nous sur un type d'actif permettant d'atténuer les effets de l'inflation sur son épargne. Mais pour ça, mettons-nous d'accord sur ce que l'on appelle inflation. C'est l'augmentation du prix des choses, non? En fait, l'augmentation des prix est la conséquence de l'inflation, pas le mécanisme lui-même. Le terme vient du latin inflare, qui signifie gonfler. L'inflation apparaît lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la production. Il y a trop de monnaie par rapport aux biens, ce qui entraîne sa dépréciation. Oui, en gros, s'il y a trop de monnaie, celle-ci devient moins rare et donc sa valeur baisse. Comme elle vaut moins, en compensation, les prix augmentent, c'est ça? Effectivement, on peut le traduire comme ça. Dit autrement, la variation générale des prix dépend de l'évolution de la capacité de l'argent à acheter des choses. Donc, dans chaque pays, des instituts statistiques calculent chaque année un indice des prix à la consommation. C'est la variation de cet indice que l'on appelle inflation lorsqu'il est à la hausse ou déflation lorsqu'il baisse. Et pour les puristes, selon la théorie d'Irving Fisher, l'inflation est un pur phénomène monétaire, qui est fonction du volume de biens et services dont la valeur va évoluer en fonction de la vitesse de circulation de la quantité de monnaie disponible sur le marché. Et certains actifs vont permettre de se protéger de ce phénomène, dont notamment les obligations indexées sur l'inflation. Mais avant de voir ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors, en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Bon, si vous suivez régulièrement la chaîne et si vous avez vu l'un des épisodes qui leur a été consacré, vous savez que le système des obligations est loin d'être simple. Dans le même temps, afin de se prémunir d'un maximum de risques, il est bon d'avoir un portefeuille composé d'actifs décorrélés entre eux, et notamment pour atténuer les effets de l'inflation. De cette façon-là, un événement qui touche un actif ne touche pas forcément les autres. Mais attention, rien ne vous oblige à avoir une telle diversification. Généralement, on représente les cycles économiques sur la base de deux variables, prix et activité économique, qui déterminent 4 cadrans, c'est-à-dire 4 situations possibles de l'économie. Or, il existe des actifs qui performent mieux dans certains cycles et moins bien dans d'autres. Sauf que ces actifs ont des niveaux de risque et de volatilité qui varient. En simplifiant, plus on est proche du centre du schéma, moins c'est risqué. Plus on s'en éloigne, plus on prend des risques. Et dans ce cadre, les investisseurs obligataires craignent par-dessus tout l'inflation, car celle-ci peut avoir un effet significatif sur les prix et les rendements des obligations. Globalement, lorsque l'inflation augmente, le pouvoir d'achat des flux de trésorerie futurs diminue. En conséquence, la valeur des titres à revenu fixe, comme les obligations, diminue. Cette relation inverse entre l'inflation et prix des obligations est principalement due aux variations des taux d'intérêt. Des attentes d'inflation plus élevées entraînent des taux d'intérêt plus élevés, ce qui réduit la valeur actuelle des futurs remboursements d'obligations. En d'autres termes, l'obligation classique est normalement à éviter en période inflationniste car elle ne paie plus grand-chose. A l'inverse, les obligations indexées sont des titres de créance dont les paiements du principal et des intérêts sont liés à un indice d'inflation, tel que l'indice des prix à la consommation.
Contrairement aux obligations traditionnelles à taux fixe, la valeur de ces obligations s'ajuste périodiquement en fonction de l'évolution de l'inflation. Cet ajustement garantit que la valeur réelle de l'obligation reste relativement stable dans le temps. Pour simplifier, et je vais vraiment simplifier, dites-vous que le taux d'intérêt d'une obligation existe en deux versions. Le taux nominal, donc en gros un pourcentage de rendement fixé à l'avance et qui ne changera pas au cours de la durée de vie de l'obligation, et le taux réel, qui vous fournira le rendement réel de votre obligation ajusté par rapport à l'inflation. Le rendement réel est donc ce que vous avez vraiment gagné en tenant compte de l'influence de l'inflation sur les prix. Voilà. Du coup, une obligation classique aura un coupon calculé sur la base du taux nominal, alors qu'une obligation indexée aura un coupon basé sur le taux réel qui lui-même sera régulièrement ajusté par rapport à l'inflation. Oui, mais du coup, c'est pas plus avantageux d'avoir uniquement des obligations indexées ? Eh bien en fait, non. Parce qu'en contrepartie, leur rémunération de base, le coupon facial, est beaucoup plus faible. De plus, si l'inflation ralentit, voire baisse, eh bien là, elles ne deviennent carrément pas intéressantes. D'où l'intérêt d'avoir un mix des deux en portefeuille, avec des proportions qui vont varier en fonction de la situation économique. La question est donc, comment investir dans des obligations indexées sur l'inflation ? Une obligation est une dette émise par un emprunteur qui devient l'obligé de son prêteur. L'emprunteur, donc l'émetteur de l'obligation, peut être un gouvernement ou une entreprise. Pour rappel, les obligations d'État sont liées à la dette d'un pays, dite dette souveraine. Les obligations d'entreprise sont liées à des prêts aux entreprises, dites corporate. C'est le premier choix que vous aurez à faire pour vos obligations, celui du type d'émetteur. Le plus simple, et peut-être le plus sûr, est de se diriger plutôt vers les obligations d'État. En effet, chaque type d'émetteur entraîne bien sûr un risque de contrepartie différent. Allez voir l'épisode sur la gestion du risque en investissement si vous ne voyez pas de quoi on parle. Et au cas où, vous trouverez dans tous nos épisodes les liens des vidéos connexes en fiche et dans la description. Ensuite viendra la zone géographique. En France, tournez-vous vers les OATI, pour obligations assimilables du Trésor, l'ajout du I renvoyant aux indexés. Pour l'Europe, elles sont notées avec le sigle euro en plus. Comme pour les obligations classiques, l'investissement sur des obligations indexées peut être réalisé selon 3 modalités. D'abord, les fonds obligataires classiques, sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement. Ce sont des paniers de titres gérés par les sociétés de gestion des banques, les assureurs ou les gestionnaires indépendants. D'ailleurs, j'ai entendu parler de fonds obligataires datés ou à échéance. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ces fonds de placement ne sont tout simplement ouverts que pendant un certain temps. On sait donc exactement pour quelle durée on s'engage. En général, la stratégie est de tirer profit de taux obligataires attractifs, essentiellement sur des obligations dites corporate, c'est-à-dire d'entreprise, et souscrites pour des durées de moyen terme, à peu près 5 ans. Ils sont peu commercialisés car réservés à une clientèle privilégiée de certains gestionnaires de patrimoine ou de banques privées. Oui, donc si on ne fait pas partie du club, on peut toujours se... Ensuite vient l'investissement via une assurance vie, soit par le biais du fonds euro, si l'assureur en propose, soit via la poche en unités de compte où vous devrez les choisir individuellement. Enfin, il y a l'investissement direct avec un compte d'investissement. Donc ici, un compte titre, puisque les obligations ne sont pas éligibles au PEA. Dans ce cas-là, il faudra choisir chaque obligation individuellement, comme pour les actions d'entreprise. D'ailleurs, on vous a mis en description le lien vers le site de l'agence France Trésor, où vous trouverez les listes d'OAT et OATI en cours. Cela dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus simple et pratique ? Eh bien oui. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le système obligataire, il existe une solution bien plus accessible pour n'importe quel investisseur. Mais avant de voir ça, puisque la vidéo semble vous plaire, n'hésitez pas à mettre un joli pouce en l'air et nous laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avance. Ce n'est pas pour rien que les obligations indexées sont assez peu communes dans les portefeuilles des investisseurs particuliers. Déjà, très peu connaissent leur existence.
Ensuite, parce qu'il faut composer avec la complexité de l'investissement obligataire. C'est vrai que si on n'a pas un tableur Excel avec les données pour calculer si c'est rentable d'acheter maintenant par rapport à la variation que subira l'obligation en fonction de l'évolution des taux des banques centrales, on aura du mal à s'en sortir. Du coup, le produit financier le plus simple qu'on puisse trouver pour y investir reste, bien entendu, l'investissement en ETF. Et même si l'offre de qualité est plutôt maigre dans ce domaine, je vous ai trouvé 3 trackers à bas coût pour ceux prêts à tenter l'aventure de la poche anti-inflation. D'abord, un ETF de chez iShares. Le marché qu'il réplique est petit par rapport à d'autres zones géographiques, mais il présente une duration qui n'est pas excessivement élevée, avec une bonne capacité à générer des performances positives. La duration d'une obligation est en gros la durée restant à rembourser. Plus la duration est importante, plus le risque de taux est important. Tournons-nous ensuite du côté d'Amundi, pour des durations moyennes à élevées. Malgré le risque plus important, ce fonds a plutôt bien traversé les phases de hausse et de baisse du marché des taux. Enfin, toujours chez Amundi, un autre ETF, mais qui n'est pas un simple tracker d'obligations indexées sur l'inflation. En effet, ces dernières peuvent parfois chuter en période d'inflation lors de fortes hausses des taux par les banques centrales. De ce fait, ce tracker d'Amundi contient à la fois des obligations protégées contre l'inflation et des obligations traditionnelles shortées, ce qui lui permet de prendre de la valeur lorsque les obligations chutent suite à une hausse des taux. Shorter est un anglicisme désignant la vente à découvert, une pratique consistant à emprunter des titres pour les vendre, puis à les racheter lors d'une baisse avant de les restituer. L'investisseur ayant shorté les titres encaisse donc la différence. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, les rendements de ces produits restent faibles par rapport au marché action. Au final, c'est toujours la même histoire. Si on veut un investissement sans risque, il faut accepter une rémunération moins élevée. Et si vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques sur les obligations, pourquoi ne pas vous tourner vers des contrées plus exotiques, qui pourraient promettre des gains plus importants? En tout cas, allez voir cette vidéo ne vous fera courir aucun risque, soyez-en sûrs. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner, sans oublier bien sûr d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles cliquer, mais vous faites ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. C'est compliqué les obligations. C'est complexe, mais pas compliqué. Ouais, enfin ça c'est de la rhétorique. C'est vrai, mais comme disait Nelson Mandela, la rhétorique n'est pas importante, les actions le sont. Pas sûr qu'il investissait en bourse, Mandela.